Bonjour à tous et à toutes, vous venez de lancer le 6e épisode d'Androtech, votre émission dédiée à Android. Cette émission est toujours le fruit de la collaboration entre le site Frandroid et la chaîne Tech.tv. C'est une chaîne que vous retrouverez très bientôt sur vos écrans. Cette édition est un peu spéciale puisqu'elle a été tournée en plein CES. Je vous présente donc notre équipe, notre dispositif, juste après le sommaire. Cette semaine au sommaire, des petits changements sur le plateau d'Androtech puisqu'une partie de l'équipe s'est envolée à Las Vegas pour l'édition 2014 du CES. Après notre traditionnelle rubrique consacrée aux applications de la semaine, cette émission sera donc largement consacrée au gigantesque salon d'électronique américain, avec un détour tout de même du côté de l'actualité de la semaine hors CES. On a notamment vu arriver KitKat sur certains appareils Motorola parmi les premiers servis. Nous parlerons évidemment du CES, où peu de smartphones ont été annoncés, mais qui a regorgé d'objets connectés en tout genre que nous nous sommes fait un devoir de tester pour vous. Bonne émission à tous. L'événement de cette semaine, c'est donc le CES pour Consumer Electronics Show. C'est l'un des plus grands salons que l'on peut trouver dédié à l'univers du high-tech. Il se situe à Las Vegas, on y trouve tout ce qui s'y rapporte à la high-tech. On a des gadgets, des jouets, des systèmes industriels et comme on est évidemment aux US, on y parle aussi voiture. Aux États-Unis, on a nos blogueurs préférés, Laure et Ulrich, qui sont en salle de presse. Il est tôt, non, du coup, le matin ? Non, là ça va, il est 11h du matin, on est bien réveillés maintenant. Ulrich, un petit mot ? Un petit mot, oui, je sais pas si vous pouvez voir, regardez, hop, il commence à avoir pas mal de monde dans la salle presse et on est venu très tôt pour avoir une place parce que à partir de 10h, 11h, il n'y a plus beaucoup de place dans la salle presse. On a aussi cette semaine un invité, c'est Benoît Chamontin. Alors là, on parle vraiment d'un technophile parmi les grands technophiles de ce monde. C'est le rédacteur en chef de Geeks & Co et récemment installé à Montréal. Quelques mots, Benoît ? Oui, bonjour. C'est un grand privilège d'être au CES, donc c'est intéressant aussi de participer avec vous à l'émission. Bienvenue, Benoît. Alors, sur le plateau, j'ai des fidèles de Frandroid, mais alors là, je parle vraiment d'accro à Android. J'ai tout d'abord Tony, qui est rédacteur depuis maintenant quelques temps sur Frandroid. Ouais, salut à tous, je m'appelle Tony Balt, on m'appelait aussi avant Griffin. Et voilà, je suis très ravi d'être ici et je partage ce bonheur avec vous, tout simplement. Bienvenue, Tony. Merci. J'ai évidemment notre fanboy. Alors là, c'était les vacances. On a reçu un bug Droid par jour pendant 2 semaines. Edouard nous en a amené quelques-uns. Edouard, évidemment, notre fanboy Android. Ouais, toujours présent et en fait, on m'a sorti de la régie, donc ça fait bizarre de voir un grand plateau. Ça change pas mal. Et on commence, comme d'habitude, par l'actualité. Difficile de faire exister une actualité en dehors du CES. On vous a quand même trouvé quelques petits faits marquants cette semaine et dans les derniers jours. Je vais me tourner vers Edouard. Alors, Edouard, on a Google encore qui lance une nouvelle Open Alliance. C'est tout à fait ça, elle s'appelle l'Open Automotive Alliance, mais avant d'en parler vraiment, il faut savoir qu'autour d'Android, il y a l'Open Handset Alliance qui donc en fait regroupe depuis les débuts de l'OS tous les partenaires qui peut y avoir besoin pour justement de la téléphonie, donc des opérateurs, des constructeurs, même des éditeurs d'applications. Donc cette Open Handset Alliance, c'était que pour la téléphonie. Après, il y a eu une Android Alliance qui est beaucoup moins connue. Elle a été lancée à la Google I.O. en 2011 et elle avait pour objectif d'essayer de faire en sorte que les mises à jour soient assurées pendant 1 an et demi. Mais bon, grosso modo, ça ne s'est pas vraiment marché. Mais cette fameuse Open Automotive Alliance, elle regroupe des acteurs majeurs autour de toujours d'Android forcément, et de la voiture. Donc c'est la voiture dont il est question aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Donc parmi les acteurs, je vais les regarder. Donc il y a Audi, General Motors, Honda, Hyundai et Nvidia. Alors Nvidia. Donc d'un côté, on a les constructeurs de voitures et de l'autre, on a 2 boîtes qui font du logiciel, Google et Nvidia. Alors en fait Nvidia, pour être allé plusieurs fois par exemple au salon au CES, en fait à chaque fois ils montraient une voiture sur leur stand pour justement démontrer les capacités de leur CPU et GPU. Peut-être que Ulrich ou Laure peuvent nous en dire plus sur place, mais ou pas. Désolé, on avait un petit problème technique en même temps, mais voilà, on a pu...
On a pu entendre parler de voitures partout, déjà dans les annonces pour les processeurs, mais on en parlera tout à l'heure, de Nvidia, de Qualcomm, de Intel aussi, mais il y a également des voitures sur tous les stands. Donc ça c'est Ça va être en la tout cas grande assez tendance. impressionnant. Benoît, il a justement quelque chose peut-être à dire sur les voitures parce que je l'ai vu, j'ai entendu parler de voitures hier, donc. En fait, c'est surtout pour Nvidia. Nvidia a annoncé que le Tegra K1 serait dans les voitures. Donc oui, ça fait totalement sens qu'il soit dans cette alliance-là, Nvidia. Et l'autre chose, c'est qu'ils veulent travailler sur la personnalisation des écrans, des tableaux de bord et aussi la personnalisation pour la vente. Donc il y a aussi un volet B2B qui est très très intéressant pour Nvidia dedans. D'ailleurs, juste avant de terminer, cette alliance, elle sortira le premier véhicule d'ici à la fin de l'année. On ne sait pas vraiment qui ce sera, mais en tout cas, ils promettent que les premiers résultats seront visibles. Voilà. Ulrich, tu voulais rajouter quelque chose sur Audi? Ouais, en fait, Audi a présenté une voiture qui intégrait les outils de Google. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas Google qui s'occupe du design. Je troll un peu, mais j'attends franchement quelque chose de très intéressant côté interface. Je continue sur l'actualité suivante. Alors, encore Edouard, on a cette fois-ci un rachat. Ouais, c'est le rachat par Google de l'entreprise qui s'appelle Bitspin. Alors honnêtement, ça vous dit probablement rien. C'est une entreprise suisse et en fait, ils avaient créé l'application qui s'appelle Timely. Donc cette application, c'était en gros l'application horloge qui est de base sur Android. C'était une très belle application. Voilà, qui était super jolie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc le montant du rachat, on le connaît pas du tout. Mais ce qui est intéressant avec Timely, c'est surtout la manière d'appréhender l'interface qui était visuellement très réussi, où en fait on pouvait tout personnaliser, il y avait de très belles animations de partout. Et en fait, je pense que si Google a racheté cette entreprise, c'est avant tout pour les talents qu'il y avait à l'intérieur. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'application qui était payante est devenue gratuite, c'est ça? Alors, c'est vrai, oui et non, parce qu'en fait, cette application, elle avait des fonctionnalités qui étaient en fait débloquables. Alors, soit on pouvait les payer, soit il y avait une manière, je trouvais assez intelligente de les débloquer, c'était en fait partager l'application et si un certain nombre de ses amis, par exemple, l'installaient, ça permettait de les débloquer et donc du coup, c'était un peu du gagnant-gagnant. Ouais. Et je trouvais que le principe était vraiment pas mal. Bon, maintenant, le problème se pose plus, tout est gratuit. Voilà. Alors, Tony, maintenant, je me tourne vers toi. Où en sont les mises à jour KitKat? Bah, KitKat, en fait, très attendu. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté le Moto G. Il y a beaucoup de gens qui attendent KitKat. Ouais, mais moi je voulais surtout faire un point sur le Moto G en fait. Parce que le Moto G sorti en Amérique fin 2013, aussi en France, mais sur KitKat sorti plutôt en Amérique. Et en France, il avait annoncé pour début janvier, donc apparemment ils ont tenu leur promesse. Le site de Motorola maintenant confirme en français la mise à jour de KitKat, Android 4.4.2, qui est disponible. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui l'ont, en fait, pour tous les possesseurs du Moto G, en version européenne, en version française, en version anglaise, en version espagnole, en version allemande. Enfin, en Europe, il est disponible en cours de déploiement, donc ça veut dire que ça prend un petit peu de temps. C'est pas disponible en même temps pour tout le monde, bien sûr. C'est un déploiement, donc c'est pas simultané en fait. Du coup, le fait que l'interface soit vraiment celle de base, il y a juste 2-3 modifications. J'avais fait le test du téléphone. C'est très léger, on reste sur du stock Android. Non, mais c'est au contraire un avantage ici. Ça permet justement d'avoir des mises à jour super rapides. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres smartphones concernés par KitKat? Il y a le Razer HD qui est confirmé depuis 2-3 mois, mais c'est toujours présent sur le site officiel de Motorola France. Mais on n'a pas de date officielle de sortie pour l'instant. On espère que ça sera confirmé très bientôt, mais ça devrait suivre, on pense, dans les prochaines semaines, au plus tard fin février. Et sur d'autres marques peut-être? Sur d'autres marques, on a SFR qui a confirmé, qui se calque en fait avec la mise à jour des HTC One, qui a confirmé pour le HTC One pour fin février, qui devrait l'envoyer en vérification fin janvier, excusez-moi, fin janvier 2014, pour un déploiement début février 2014. Du coup, en fait, le fait que le HTC One y ait une Google Play Edition, est-ce que ça n'a pas au final un peu quand même aidé HTC à accélérer la mise à jour? Parce que par exemple, Samsung, ils ont aussi une Google Play Edition, mais eux, ils sont un peu plus en retard. Oui, ils sont un peu plus en retard, mais il ne faut pas oublier que SFR est
ils sont très copains avec Google depuis le début, depuis le Magic en fait. On a vu que même à l'époque du Magic, on avait des mises à jour qui étaient validées par Google, il y avait vraiment un support derrière. Google a aidé SFR à l'époque pour développer son software et continuer à le faire aujourd'hui. Ouais, mais bon, à la limite, pour que SFR fasse la mise à jour, il faut encore que HTC la fasse. Donc, exactement. Il y a l'étape d'avant. Il faut un mouvement de troupe, bien sûr. Laure, Ulrich, est-ce que vous vouliez réagir sur cette actualité ? On n'a pas grand-chose à ajouter dessus. On n'a pas eu d'informations en tout cas sur les mises à jour d'appareils, sachant que là, les terminaux qui ont été annoncés au CES sont plutôt annoncés sous Jelly Bean 4.3 malheureusement. Donc il y aura pas mal de mises à jour qui vont arriver prochainement, notamment sur le Z1 Compact qui a été annoncé par Sony. Effectivement, on a eu beaucoup de questions de la part de la communauté sur les mises à jour des appareils et on les a posées à tous les chefs de produits, les responsables marketing et même à un DG. Et malheureusement, ils sont pas là pour commenter les mises à jour des précédents appareils, mais ils sont là pour présenter leurs nouveaux appareils. Dommage. Et on parlait d'HTC, puis pour ceux que ça intéresse, HTC a sorti une bonne infographie pour expliquer comment fonctionnent les mises à jour. Donc n'hésitez pas à regarder, je sais que sur Affaires Android, on a fait l'article. Aussi. L'actualité suivante, c'est Cyanogen. On vous en parle un petit peu chaque semaine. Ils occupent un petit peu l'actualité maintenant maintenant que c'est devenu une entreprise. On parle surtout aussi beaucoup de ses partenariats en fait. Exactement. Cyanogen, c'est une très longue histoire. Ils ont commencé en 2010. Aujourd'hui, ils sont au sommet. Il faut savoir qu'ils sont partis de rien. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à dire que c'est une usine à gaz, etc. Mais non, pas du tout. C'est des gens qui sont vraiment passionnés, motivés, qui ont su percer dans le milieu d'Android, tout simplement. Et aujourd'hui, en fait, ils prévoient de sortir un Cyanogen Phone. L'actu, c'est un téléphone Cyanogen. Exactement. Qui ne fonctionnerait que sur Cyanogen. On avait un précédent quand même d'un téléphone. Oui, il y a eu le Oppo N1, un dérivé du Oppo N1. On a testé d'ailleurs. On a testé. En fait, le Oppo N1, en gros, c'est Noël. En version Cyanogen. En version Cyanogen. C'est une Cyanogen édition Limited Edition, donc c'est une version qui est limitée. Il y a un certain nombre d'exemplaires. Donc dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc voilà. Donc partant de là, ils ont officialisé le partenariat avec OnePlus, qui est une entreprise qui a été fondée par des anciens de Oppo. Et de là, en fait, ils vont concevoir un téléphone haut de gamme qui sera proposé à un prix défiant toute concurrence. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il s'agit de la partie dédiée à toutes les actualités du CES, les tendances, etc. La grosse actualité de cette semaine, c'est le CES. Comme vous l'avez vu, ce salon à Las Vegas est l'un des plus grands salons du monde dédié à la high-tech et tout ce qui s'y rapporte. On a 3 envoyés spéciaux sur les Skype avec nous aujourd'hui pour réagir justement sur toute l'actualité. Je vais commencer par le sujet, ça va être objets connectés. C'était celui qu'on avait prévu pour CES. Alors faisons maintenant donc un petit tour des marques et voilà, des annonces qu'on a eues sur ce sujet. Ulrich, est-ce que tu commencerais pas avec une petite marque française qu'on n'aime pas trop mal ? Alors il y en a beaucoup des marques françaises. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on l'avait fait dans l'émission précédente ou dans 2 émissions, un petit topo sur le web où on avait déjà parlé de tout ce qui est objet connecté. Dans le web, ils voulaient faire absolument parler des 10 prochaines années, mais en final, on l'avait parlé que des objets connectés, qui est en fait 2014. Et là, on a retrouvé les mêmes marques au CES. Tu veux que je commence par qui ? Moi, j'aimerais bien que tu commences par Parrot. Parrot. Alors Parrot, c'est le stand le plus impressionnant. Du CES. Ils ont fait une espèce de cage pour pouvoir présenter tous leurs produits. Et ils ont présenté 2 produits qui sont très intéressants. Le premier, c'est un quadricoptère. Vous allez me dire que c'est la même chose que l'ancien drone. Qui s'appelle l'Air Drone. Voilà, l'Air Drone qui était vendu autour de 300 €, qui était une version grand public du drone, mais assez chère. Là, ils commercialisent une version plus petite, qui est presque un quadricoptère d'appartement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une petite version de l'Air Drone, et qui est toujours aussi maniable et aussi simple que la grande version. Je l'ai testé, et franchement,
c'est franchement très intéressant à utiliser, sachant que j'avais déjà acheté un petit quadricoptère sur Amazon qui était très difficile à manier, qu'on m'avait conseillé d'acheter simplement parce que ça, on l'apprend du coup à bien contrôler ces drones. Mais pour le coup, Parrot a fait quelque chose qui est utilisable par n'importe qui en quelques secondes. Donc là, c'est vraiment très facile. Ouais. On a aussi un autre jouet, non ? L'autre jouet est très marrant aussi. Le jouet, en gros, c'est Jumping Sumo, son nom. Ouais, Jumping Sumo, et ça m'a bien fait rigoler avec Laure, ça nous a surpris. En gros, c'est un petit robot qu'on contrôle, qui roule en fait, et à tout moment, on peut le faire sauter. C'est-à-dire qu'il saute à peu près à 50 cm en fonction de la qualité du sol, et donc c'est très marrant. C'est pareil, c'est dans le même esprit que le petit drone, c'est des petits objets. Ils ont compris Parrot qu'ils devaient baisser les prix parce que l'air drone était trop cher et qu'il fallait rendre tous ces objets plus accessibles. Et là, ils ont présenté deux objets qui... Voilà, deux objets. Là, on est plus dans l'univers du jouet que de l'objet geek extrêmement cher et un peu inaccessible. D'ailleurs, c'est une tendance qu'on voit au CES, justement, c'est que il y a de plus en plus de constructeurs qui essaient de se rapprocher aussi de l'univers du jouet avec leur drone, donc leurs drones ou leurs objets connectés en général. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et quand on discute avec le directeur de Parrot, ce qu'il met en avant, c'est que c'est accessible pour les enfants. On peut le balancer dans tous les sens. On n'a aucun souci, ça tient le coup. Ça a l'air solide, oui. C'est une question. Ouais, ça a l'air vraiment solide. Et au niveau positionnement tarifaire, Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de prix annoncé. Pas encore de prix, d'accord. Je pense qu'il faudra s'attendre autour de 100 € pour chaque objet. Okay. C'est le prix psychologique pour un jouet connecté. Vrai, mais ce qui veut dire, Parrot, c'est franchement, pour avoir vu d'autres drones et d'autres objets connectés, Parrot, c'est de la qualité. Franchement, ils font les choses, c'est vraiment des bonnes finitions. C'est sûrement les jouets que je conseille le plus, moi. Mais moi. Enfin, les jouets. Les objets justement, on va continuer sur les objets connectés, puisque l'on a une autre marque française qui est WeThings. On les connaissait en France pour une balance connectée, et cette fois-ci, ils ont d'autres objets. Je vais peut-être me tourner vers Ulrich. Est-ce que tu as vu les objets connectés qu'on a chez WeThings ? Pour le coup, on n'a pas encore été voir WeThings. Je vais peut-être me tourner plutôt vers Benoît qui a eu le temps de les voir. Oui. Nous, c'est prévu cet après-midi, nous. Oui, alors en fait, nous, on a eu la chance de discuter avec le directeur de WeThings. Et ce qui est intéressant, c'est une tendance aussi sur ce salon, mais c'est une tendance surtout française. C'est ce que nous faisaient remarquer les journalistes américains, c'était de dire que les Français étaient très tournés vers... On va parler après de Netatmo et puis d'Arcos, bien sûr. Oui, et les Français sont très tournés vers la santé, et WeThings, donc du coup, lead bien dans le domaine. Ce qu'ils ont présenté, c'est un outil qui permet de mesurer la pression artérielle, oui, mais ils ont aussi un outil qui permet de mesurer le sommeil, surtout. Ça, c'était intéressant parce que cet outil-là permet de voir tes différents cycles de sommeil et permet aussi de définir quand il te réveille, mais au-delà de l'objet qui te réveille, en fait, c'est avec une lampe qui va s'éclairer progressivement pour t'aider à te réveiller. Donc, ça combine un petit peu le bracelet que certains ont connu et qui te réveille en vibrant. Mais là, ça analyse vraiment ton cycle de sommeil. Donc l'idée, c'est mieux se réveiller pour mieux dormir, quelque part. Exactement. L'idée, c'est de mieux se réveiller pour mieux dormir. Et l'idée, c'est de faire un objet qui est pas juste un gadget, mais qui est vraiment travaillé avec des professionnels de la santé. Bon, alors on continue sur les objets connectés. Est-ce qu'on aurait d'autres marques qu'on a évoquées tout à l'heure ? On a Netatmo, peut-être Laure ? Oui, Netatmo, ils ont présenté un bracelet qui s'appelle June. Alors ce bracelet, il est pas inintéressant en soi, puisque c'est un bracelet qui comporte un capteur de luminosité. Et l'idée, c'est de mesurer l'exposition au soleil de la personne qui le porte, et donc d'indiquer à cette personne, en fonction de sa peau bien sûr, si elle a atteint son taux maximal d'ensoleillement, de la prévenir pour qu'elle sache si elle risque un coup de soleil. Bref, c'est une mission un peu santé publique qui est avec ce bracelet. Seul détail qui me chiffonne un petit peu, c'est un bracelet bijou. Le positionnement est pas forcément idiot, destiné aux femmes et uniquement aux femmes. Alors là, c'est un peu plus gênant. Je trouve ça un peu dommage de positionner ce type de produit qui est utile seulement pour les femmes, pauvres petites choses qui vont se faire dorer à la plage. Alors que dans les commentaires, les gens disaient quand même que c'était
très sexiste comme vision. C'est comme ça que j'ai orienté mon article et effectivement j'étais un peu déçue, même si j'imagine que s'ils l'ont fait en forme de bijoux avec les petites facettes, c'est aussi pour réussir à intégrer leur capteur à l'intérieur et qu'ils avaient peut-être un peu plus de mal à le faire dans un bracelet unisexe. Ceci dit, j'émets de grosses réserves sur le positionnement de cet objet qui par ailleurs serait intéressant peut-être dans des montres si on pouvait intégrer ce type de capteur. Mais c'est quelque part ça fait partie de la catégorie des activity trackers en fait, c'est-à-dire traquer l'utilisation, traquer les activités de l'utilisateur et lui donner des informations, des statistiques. On a vu d'autres bracelets, hein. Si j'ai bien suivi l'actualité, on a plein d'autres annonces, y compris encore une fois, et effectivement il semblerait qu'on ait un savoir-faire français sur ces objets connectés, peut-être chez Arcos, c'est ça ? Alors que ils sont plus modestes dans leurs ambitions. Ils ont sorti un activity tracker. Donc c'est un petit bracelet sportif, c'est un podomètre en fait. Ils le présentent comme ça, ils le présentent pas comme un appareil capable de contrôler un smartphone. Il est relié en Bluetooth à un smartphone, mais c'est tout. C'est un podomètre, il compte les pas, il compte les calories dépensées et il compte les distances parcourues et il vaudra 50 €. Voilà, donc c'est un bracelet beaucoup plus modeste en termes d'ambition. Ulrich, tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur les bracelets ? Hier, on est passé à la soirée du Bifrance, qui est en gros l'association qui s'occupe de tout ce qui est lié à la mobilité en France, de tout le secteur industriel, et ils organisent des réunions, et là c'est l'occasion de réunir les chefs d'entreprise, les journalistes, etc., de l'industrie française des nouvelles technologies, et il y avait Fleur Pellerin, ainsi que le directeur j'ai un trou de mémoire, du MEDEF, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Donc Fleur Pellerin a fait l'apologie de toute cette industrie, de tout on va dire cette industrie française. Et en tout cas, pour revenir sur tout ce qui est bracelet et montre, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on arrive sur un stand avec Laure, on a presque envie de dire aux personnes sur le stand, bon allez, montrez-nous votre bracelet, votre montre, parce que tout le monde a un bracelet et une montre. J'ai même entendu que certains constructeurs qu'on n'attendait pas forcément s'y mettaient, non ? C'est le cas de ZTE, c'est ça ? Tu penses peut-être à Alcatel ZTE. Alors Alcatel nous a sorti des cartons, un petit bracelet connecté qui ressemble beaucoup au Smartband de Sony d'ailleurs. Donc c'est un petit module qu'on met dans un bracelet en caoutchouc et qu'on porte au poignet et qui sert à capter plein de données sur le mode de vie d'utilisateur. Ça fait podomètre mais plein d'autres choses. Et ZTE aussi a sorti sa montre effectivement. Elle s'appelle la Blue Watch et elle est pas bleue, elle est noire et elle c'est qu'en Chine apparemment. Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais, moi, j'ai vu en ça, tout cas, elle est intéressante parce qu'elle a un écran e-ink, donc comme la Pebble. Et donc ça devrait lui conférer une bonne autonomie. Et en plus, elle sert aussi d'activity tracker justement. Donc ça en fait un produit assez complet. Mais effectivement, on n'est pas sûr de l'avoir chez nous. D'accord. Et alors du côté de ceux qui savent faire des montres, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors ceux qui savent faire des montres, il y a Sony qui a présenté son bracelet. Et c'est intéressant parce que les bracelets qui sont présentés lors du CES, c'est des bracelets qui sont à mi-chemin entre la montre connectée et les bracelets qu'on connaissait l'année dernière, il y a 2 ans, c'est-à-dire ceux de Jabon. Et quelque part, quand on a fait notre émission sur les montres connectées, c'était un peu le discours qu'on tenait, c'est-à-dire que les constructeurs se cherchaient un peu, cherchaient vraiment le format qu'allait être la montre connectée. Effectivement. En fait, se sont aperçus qu'en gros, les bracelets, ça se vend mieux que les montres, alors que les montres sont plus intéressantes d'un point de vue fonctionnalité. Voilà, le positionnement, c'est le bien-être, comme le disait Benoît. Moi, le produit qui m'a le plus surpris, c'est celui de Razer qui a présenté le Naboo. Qui est un bracelet qui intègre deux écrans. Le premier est un tout petit écran sur le dessus pour notifier simplement, et le deuxième est caché dans la face côté peau et côté intérieur. Et là, on peut donc lire soit les notifications liées au tout ce qui est monitoring, tracker monitoring, mais aussi les notifications liées au smartphone. Et donc là, on est à mi-chemin. Voilà, on a accès on a accès aux SMS, aux emails. Ça va être commercialisé. Ça va être commercialisé au second trimestre et le prix, je sais plus, je crois qu'il est autour de 100 euros. Pour revenir sur Sony rapidement, j'ai vu qu'il était étanche, le bracelet, c'est ça, le Sony Base. Comment il s'appelle déjà? Smartband, ouais. Effectivement. Nous, on l'a publié sur Frandroid une interview du chef de produit qui est française,
qui s'occupe de la smartwatch et du bracelet. Donc ça montre à quel point les deux sont rassemblés parce que c'est la même chef de produit qui s'occupe des deux produits. Et effectivement, il reprend les fonctionnalités résistance à l'eau que l'on peut trouver sur les Xperia Z1. Et il va plus loin parce qu'on retrouve aussi beaucoup de fonctionnalités de la montre connectée smartwatch, ainsi que derrière tout l'aspect tracking que l'on des peut bracelets. interagir avec les fonctionnalités du smartband sur le smartphone en fait, c'est ça. Ouais, voilà. Et ils ont choisi le format Fitbit, c'est-à-dire qu'en gros, on peut enlever le petit module du bracelet et le mettre dans la poche. Les gens s'adaptent. C'est intéressant avec le Sony Smartband SW-R10 pour être très précis. Ouais. C'est qu'en fait, il traque vraiment toutes les activités. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, il vous dit où vous prenez la photo, il enregistre quand vous écoutez la musique, etc. Donc il y a vraiment un écosystème complet de Sony dans cet univers-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment le message qu'essayait de faire passer Sony dans toute sa conférence, c'est qu'on a un écosystème tant sur le 4K, on a un écosystème sur les objets connectés, on a un écosystème. Et pour aller plus large, c'est un peu la question qu'on a avec le CES, c'est OK, chacun vous développez vos objets connectés, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va unifier les écosystèmes indépendants donc là, tu parles d'interopérabilité, de protocole, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là, c'est ça? Oui, exactement. On y est presque. Il y a Sense qui a présenté son produit qui s'appelle Mother, mais ils ont également une plateforme et l'objectif de Sense, c'est de créer une plateforme qui va rassembler tous les objets connectés et pour qu'on facilite la vie aux utilisateurs. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à multiplier les applications sur mon smartphone pour contrôler la lampe, la musique, le bracelet, etc. Et ça commence un peu à m'agacer. Maintenant qu'on a fait l'actualité des objets connectés, on va maintenant parler des smartphones, puisque c'est souvent ça qui nous occupe sur Frandroid. Alors il faut quand même rappeler que le MWC, donc le salon qui est cette fois-ci un petit peu plus spécialisé téléphonie, est quand même dans un mois et demi, et donc que finalement beaucoup de constructeurs réservent leurs annonces soit pour le MWC, soit pour finalement leurs événements. Exactement. Comme Samsung qui fait son événement à part chaque année. Peut-être HTC même. Peut-être HTC même, bien sûr. Là, même Apple et Google sont toujours des grands absents. Et Motorola bientôt là. De ces absents. Oui, d'ailleurs comme le disait Tony, il y a Motorola qui en fait a envoyé une invitation pour Londres le 14 janvier. Ouais. Et sur on a reçu l'invitation pour Paris. Oui, et en fait, sur ce carton d'invitation, en fait, on reconnaît que c'est exactement le même visuel que ce qu'avait envoyé Motorola aux États-Unis, donc ce sera le Moto X. Un Moto X pour l'Europe, super nouvelle. Théoriquement. Pour compléter, c'est vrai que le Mobile World Congress arrive dans un mois et demi, et ce qu'on voit au CES, les annonces souvent, c'est aussi pour le marché américain. Donc du coup, parfois on voit pas forcément des grosses nouveautés, mais quelques précisions pour le marché américain, comme on va en parler sans doute par la suite. Bon, alors on va faire un petit tour des marques. On pourrait peut-être par exemple commencer par Samsung justement. Benoît, est-ce que tu as alors, qu'est-ce qu'on a sur le stand Samsung ? Samsung, on va éviter de vous faire faux bond comme ça a pu être le cas pendant la conférence, mais ce qui a été intéressant, c'est les tablettes qui ont été présentées. La gamme Pro est très très intéressante avec une interface My Magazine qui se substitue, je dirais, à la page d'accueil. En tout cas, on peut retrouver sa page d'accueil traditionnelle Android, mais elle fonctionne un petit peu par tuile interactive qu'on peut changer, etc. Donc ça, c'était à mon avis, une interface assez intéressante. Ce qui est aussi très intéressant, c'est le multitâche qui a été implémenté dessus. Pour la 12.2 pouces, on peut aller jusqu'à 4 applications qui sont fenêtrées. Okay. Est-ce qu'avec ces applications pro, est-ce qu'on va avoir des services? Et est-ce que Samsung va offrir des services aux entreprises? Samsung s'est donné l'objectif de créer les premières tablettes professionnelles sous Android. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels qui veulent une tablette, ils sont obligés d'acheter un iPad parce que c'est les seuls qui les attirent. Et Samsung s'est dit, je vais développer des tablettes Android et je vais faire des tablettes haut de gamme, c'est-à-dire qu'on a des tarifs au-dessus des 600 €. Et en plus des options dont a parlé Benoît, parce que tout ce que Benoît a dit, toutes les interfaces que Benoît a expliquées, en fait, ce sont des interfaces qui tirent parti de l'écran, qui est un écran 2K de mémoire. C'est 2500, je sais plus exactement combien de pixels sur 1600. C'est un énorme écran. D'un point de vue définition d'écran, on n'a pas fait le topo, mais il va y avoir 4 tablettes au total. La première gamme s'appelle la Galaxy Tab Pro, qui est composée de 3 tablettes avec 3 tailles différentes, de 8,4 à 10,1 pouces en passant jusqu'à 12,2 pouces, donc 3 formats de tablettes qui sont classiques.
même si le 12,2 pouces on a rarement vu, mais c'est un format qui nous paraît maintenant logique avec l'arrivée de Windows 8.1 et des formats hybrides. Et ensuite on a la Galaxy Note Pro qui est une version de la 12,2 pouces avec un stylet. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Note Pro et qui est sinon complètement similaire au Galaxy Tab Pro d'un point de vue caractéristique. Donc c'est du Snapdragon S800 avec un écran qui a toujours la même définition. C'est une évolution de la Galaxy Note 10.1 édition 2014 en fait. La Galaxy Note Pro. Voilà, alors oui, c'est vrai qu'on se pose la question de cette fameuse Samsung Galaxy Note 10.1 parce qu'elle a été présentée à l'IFA et là les tablettes qui ont été présentées avant-hier elles esquissent un peu parce que voilà elles sont mieux c'est tout. Donc c'est bon, alors continuons maintenant. Pour préciser une chose, le design en fait le fini est simili-cuir de la même manière que le Note 3 donc le fini est vraiment bien fini et une dernière chose, Office qui est installé dessus, c'est une version qui est faite par Samsung et Samsung annonce que c'est 85% des fonctionnalités, 85 à 90% des fonctionnalités de Microsoft Office. Donc ça devrait séduire beaucoup de professionnels. Et concernant les services, justement parce qu'elle est dédiée aux professionnels, il y a plus de $700 de services offerts. C'est des versions premium. On compte par exemple un compte premium pour LinkedIn. On a par exemple un compte premium pour Dropbox, ça c'est très utile et il y a plein de choses, il y a un compte sur Cisco, enfin voilà, il y a plein de choses. Leur solution de collaboration aussi, donc vraiment très très orienté pro. Ok. Je passe maintenant à un autre constructeur. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas d'annonce de smartphone parce qu'il y allait y avoir le MWC, c'est pas exact. On a le Xperia Z1 compact et pas le mini ou quelque chose d'autre. C'est le Xperia Z1 compact. On m'a dit exactement les mêmes caractéristiques que le Z, à part la batterie et la taille. Et la définition et l'écran quand même. Hein. On passe à une définition HD au lieu de Full HD comme c'était le cas du Xperia Z1. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs parce qu'au niveau des benchmarks, visiblement, le S800 avec un écran HD donne des résultats assez intéressants sur ce Xperia Z1 compact. Alors si on rappelle un petit peu à quoi il ressemble, alors que le Z1 faisait 5 pouces, là on a un smartphone de 4,3 pouces. Il est un tout petit peu plus épais, il a une batterie moins grosse effectivement à 2300 mAh. Et sinon on a toujours du Snapdragon 800, 2 Go de RAM, un capteur de 20 mégapixels au niveau de la photo. Et puis surtout des couleurs sympas, on se destine plutôt aux jeunes avec du rose fuchsia bien fluo, du jaune, il y a du blanc et du noir. Par contre, le prix n'est pas tout du lime, voilà, du lime en québécois. Et au niveau du prix, par contre, c'est un petit peu moins destiné aux jeunes puisqu'on va l'avoir à 549 €. Ça nous a été annoncé pour la France au mois de février, si je ne m'abuse. Donc effectivement, il est, comme il est haut de gamme, forcément, il est un petit peu cher, mais il est quand même à peu près 150 € moins cher qu'un Z1 de format 5 pouces. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchaient. C'est quand même une très bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchaient un petit smartphone très haut de gamme. C'est vraiment parce que jusqu'à présent, c'est de l'entrée de gamme. C'est ce que les gens réclament en fait. Ce qui se passe en fait, c'est que les constructeurs sortaient des téléphones qui s'appellent Mini, qui étaient des répliques des téléphones plus grands, mais avec du S400 ou limite du S600. Mais voilà, c'était des téléphones au rabais. Là, c'est le premier téléphone aux performances haut de gamme, avec un châssis et une dalle de 4,3 pouces. Et franchement, pour l'avoir pris en main, la qualité est juste nickel. C'est juste ce téléphone qu'il me fallait. Il fait quasiment la taille d'un iPhone 5, sauf que derrière on a le capteur 20,3 mégapixels qu'on retrouve sur le Z1. On a du S800. On a une définition d'écran qui est vraiment très correcte pour un écran de 4,3 pouces. Pour rappel, elle est quand même, la définition d'écran est plus élevée que l'iPhone 5S. Et en plus, on profite de tout le logiciel Xperia, Sony Xperia. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même assez complet et ça sauvegarde un peu ce qui fait Android. En gros, on retrouve l'interface Android pure derrière. Et ce capteur photo, est-ce qu'il est assez bon? Parce qu'on a pu voir que le Z1, il n'était pas très bon au départ. Est-ce que c'est le cas aussi ici? Il a bénéficié des mises à jour qui ont été faites sur le Z1 en tout cas. Là, on n'a pas suffisamment pu tester l'appareil pour te dire, mais a priori, il devrait être vraiment bien, surtout pour sa gamme de prix, effectivement. Bon, alors, continuons. Sony avait fait une belle mise à jour sur le Z1. Toi, Baptiste, pour l'avoir testé avec la mise à jour, ça changeait quand même les choses. On avait plus ce bruit en faible luminosité. Certification PlayStation ou pas du coup? Certification PlayStation, bien sûr. Okay. Bien sûr.
Bon, alors on va continuer dans la catégorie des smartphones. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut me faire un petit topo sur toutes les marques chinoises, les Huawei, Alcatel, Lenovo? En gros, on s'attendait à des écrans 2K. Je sais pas si vous aviez vu les présentations en fin d'année dernière, des écrans 2K avec des définitions très élevées, de l'octo-cœur. En vrai, c'est pas du tout ça. Les téléphones chinois qu'on a pu voir en main sont plutôt des téléphones soit milieu de gamme, soit haut de gamme. Et les haut de gamme qu'on a pris en main, c'était des 1080p avec la limite du S800 ou le nouveau octo-cœur de MediaTek qu'on peut retrouver sur l'Alcatel One Touch Idol X+. Voilà. Bon, alors, Et il y a beaucoup de 4G par contre chez les constructeurs chinois. Alors, Benoît, qu'est-ce qu'on retrouve alors chez ces constructeurs-là? Huawei, ce qui était très intéressant, c'est que la conférence était vraiment focusée sur un seul téléphone. Ils avaient qu'un téléphone à présenter, mais ils ont d'abord mis en avant le fait que ils devenaient 3e constructeur au monde en termes de ventes. Donc c'est quand même un point assez important. Avec 17,5 millions de ventes, je crois, fin 2013. Oui. Et des objectifs qui sont assez énormes pour 80 millions cette année. Oui, exactement. Donc Huawei devient une grosse marque. Il le montre. L'un des piliers pour eux, c'est de développer la marque. Ils vendent de moins en moins de téléphones en marque blanche. Ils vendent de plus en plus de téléphones avec leur marque dessus. La notoriété de la marque est passée de 25% à 52%. Donc pour eux, cette année-là, elle va être vraiment très importante. Le Hassan Mate 2 qui a été présenté 4G. 4G, ouais. Le Hassan Mate 2 4G qui a été présenté il y a 2 jours maintenant. En fait, reprend le même écran que le Hassan Mate précédent, en termes de taille que le précédent. Mais en fait, il est très similaire à l'ancien Mate. Hein. Ouais. Mais en revanche, il est plus fin, il est. Il y a juste l'archi qui évolue un petit peu, ouais. L'archi et la batterie, c'est la même chose. Enfin, après, le hardware, c'est la même chose. Snapdragon 400, on a la batterie à 4100 mAh. On a 2 modèles en fait. Huawei nous garantit 2 jours d'autonomie avec cette batterie. Ils ont fait un gros effort sur l'optimisation du logiciel, sur la consommation des composants. Donc pour rappel, écran c'est du 6,1 pouces. On est face à une phablette avec une définition d'écran 720p, du S400 qui est compatible 4G jusqu'à on a aussi une variante, 150 mégabits. La variante on l'a pas vue. Moi je me suis plus intéressé au téléphone qui sortira en Europe et c'est la version 4G qui sortira en Europe. Et donc, pour le reste, on est aussi sur une interface qui ressemble à Miu, c'est-à-dire un petit peu, vous savez, c'est un design très épuré. C'est un peu une copie sur l'iPhone, l'interface très similaire, ouais. Flat, c'est du flat design. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est vrai, la batterie, ils ont énormément insisté dessus et ils sont même allés jusqu'à vendre un accessoire qui permet de recharger un autre téléphone avec le téléphone. Ils montraient qu'on pouvait recharger un iPhone. Exactement. Partager sa puissance. C'est énorme. Ils ont une tendance à vouloir suivre l'aspect selfie, donc il y a beaucoup de personnalisation possible pour se prendre en photo avec sa caméra avant. Elle fait 5 mégapixels. Il y a des petites options pour avoir un panorama avec, etc. Donc, un capteur grand angle, je sais pas si on pourra montrer ça dans le podcast, mais c'est vraiment grand angle. On a finalement le capteur d'un capteur arrière à l'avant. Ils ont fait évoluer les capteurs, on passe du 8 à du 13, on passe du 2 à du 5 on passe vraiment à quelque chose d'un peu plus intéressant sur le génération. C'est des capteurs de Sony en fait. C'est des capteurs de Sony et le capteur arrière c'est le 13 mégapixels, le dernier de Sony. Il est très bon. Il y a un grand angle avec une bonne ouverture pour le coup et c'est un beau boulot. Ok. Donc pour conclure peut-être sur ces téléphones et sur les marques chinoises, on a beaucoup plus de 4G que prévu. C'est ça. On a des marques qui veulent entrer sur le marché, on a les nouveaux qui veulent entrer. On a Meizu aussi qui négocie avec les opérateurs et les revendeurs américains et européens pour arriver sur le marché occidental en 2014. Bref, il va y avoir un petit peu de mouvement. Meizu, le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas de 4G justement. Ils n'ont pas de 4G. Il n'est pas 4G, non, effectivement. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a Qualcomm qui a commercialisé son Snapdragon 400 à un prix, on ne connaît pas le prix parce que c'est les prix industriels, mais il paraît qu'il est très bas. Il paraît qu'ils ont vraiment fait du mal à Mediatek. Mediatek a commercialisé son processeur octo-cœur, qui est un vrai octo-cœur, mais qui est seulement compatible H+. Par contre, Mediatek, il faudra les attendre pour le second semestre parce qu'il paraît qu'ils ont le même processeur octo-cœur, mais cette fois-ci compatible 4G. C'est le MT6595, exactement. Voilà, effectivement, et là, il va y avoir une vraie confrontation entre Qualcomm et Mediatek. Ok.
J'aimerais donc revenir maintenant sur les grandes tendances de ce CES. On a vu pas mal de news sur la 4K et les écrans OLED de grande définition. C'était sur tous les stands, non, quand même? Tous les stands des grands constructeurs. Oui, 4K, écoute, c'est le mot qu'on entend évidemment. Au-delà du 4K, parce qu'on en a déjà entendu parler l'an dernier, c'est surtout tous les constructeurs ont voulu rassurer les consommateurs sur l'aspect contenu. Tout, c'était vraiment le maître mot. On a du contenu à vous proposer, Sony expliquant. Achetez de la 4K, vous pourrez regarder des contenus en 4K. Bah avec les JO, oui, c'est vraiment... D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que Netflix a fait aucune conférence, mais il était présent dans toutes les conférences. Le PDG était présent à la conférence de LG. Après, il a été cité par Sharp, il a été cité par Samsung. Il était présent à la conférence de Sony. Donc, non, c'est vraiment, on a du contenu 4K. Juste pour être rapide, on ne va pas rentrer dans les caractéristiques techniques de toutes les télés, mais en revanche, il y a des constructeurs qui essaient de sortir un peu du lot. C'est le cas, par exemple, de Samsung avec un concept qui permet d'avoir sa télé incurvée, mais aussi d'appuyer sur un bouton pour la rendre plate. Donc, si on veut regarder la télé à plusieurs... Simplement avec la télécommande. C'est impressionnant, le changement dure 5 à 6 secondes, c'est très rapide et c'est bluffant parce qu'on s'y attendait pas quand il y a eu la démonstration. On s'attendait pas que la télé elle devienne flexible. C'est-à-dire... c'est ça, l'objectif c'est encore de montrer qu'ils ont des écrans flexibles. C'est un peu leur thématique dans chaque conférence. Regardez, on est capable de faire des écrans flexibles. Mais surtout, est-ce que ça a un intérêt? Parce que le G-Flex... C'est une démonstration technique, hein. C'est une démonstration pour le moment. Oui, ça a un intérêt pour répondre à ta question. Pourquoi? Parce qu'un écran incurvé, c'est très très bien quand tu es seul, parce que quand tu es au centre, tu es à la même distance de chaque partie de l'écran, donc du coup, tu as une vraie expérience. Mais quand tu es à plusieurs, là, tu n'as pas cette expérience-là, donc du coup, c'est mieux de rendre plat ton écran. Donc les constructeurs arrivent à justifier justement le fait d'avoir des écrans incurvés. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont même pas le justifier, c'est que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des téléviseurs 4K à moins de $1000 qui ont été présentés chez Polaroid, mais aussi TCL qui l'a fait. Et honnêtement, dans 4 à 5 ans, il y aura des télévisions incurvées partout. On n'aura pas le choix, ça sera un peu comme la 3D, même si ça c'est une nouvelle aussi, c'est qu'ils ont arrêté de faire de la 3D avec les écrans incurvés, sauf exception. Ça n'a pas très bien fonctionné. Par contre, les écrans incurvés, je pense qu'on n'aura pas le choix, on sera obligé d'en acheter. Il y a juste Sharp pour l'instant qui a clairement dit on ne fait pas d'écran incurvé, on n'y croit pas pour l'instant à cette technologie, nos clients ne demandent pas ça. Je veux juste faire un point. Sharp a Parce qu'ils sont pas prêts. Sharp a une innovation assez intéressante, c'est que oui, ils proposent des télé 4K, mais en revanche, ils ont décidé de faire un hybride entre le 4K et les télé HD actuelles. Donc, c'est une télé qui affiche plus de pixels que les télé HD actuelles. Mais elle peut afficher du 4K, donc elle downscale le 4K. Donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si tu achètes ou si tu veux regarder du contenu 4K et que tu veux l'afficher sur une télé HD traditionnelle, t'as pas de signal. Donc là c'est un petit peu une solution pour dire à nos consommateurs, vous voulez pas aller tout de suite vers le 4K, vous voulez attendre qu'il y ait du contenu, nous on vous propose une télé qui va quand même être capable de le lire et dans 2-3 ans vous serez capable d'acheter une télé 4K quand il y aura du contenu vraiment que vous vous sentirez plus à l'aise avec le contenu proposé. Et on a Samsung et Panasonic qui ont présenté un module qui permet d'upscaler le contenu HD, Full HD en 4K. Et donc c'est pas parfait, mais c'est une solution. Donc vraiment, tous les écrans le font, mais j'ai vu des modules sur la consommation justement de ce contenu. Oui. Voilà. Ulrich Laure, j'aimerais vous demander un petit mot pour la fin de conclusion sur vos impressions sur le CES. Est-ce qu'il a comblé vos attentes, premièrement? Et qu'est-ce qui vous a le plus amusé? En quelques phrases. Je vais laisser la parole à Laure. Allez, la galanterie, Laure, c'est pas du féminisme. Non, tu es galant. Alors ce CES, on n'a pas encore fini de faire le tour, donc moi je me garde encore un petit peu d'espoir pour avoir des surprises supplémentaires. J'ai trouvé que ce CES, il était assez ludique au niveau des produits annoncés et qu'il était destiné vraiment à connecter absolument tout. Alors il me fait un peu peur, on veut mettre des bracelets partout, des capteurs partout, j'en ai vu dans des frigos, dans des objets un peu incongrus, dans des ballons de basket. Alors ça c'est intéressant pour les sportifs, dans les raquettes de tennis également. On connecte beaucoup. Je ne sais pas exactement pourquoi on connecte et c'est la grande question, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et comment on va utiliser ces données? Ulrich, a à peu près les mêmes questions. Allez, ton coup de cœur?
Moi, mon coup de cœur, c'est pas évident. J'ai pas vraiment de coup de cœur aujourd'hui parce que c'est les objets connectés, on les connaissait, on les imaginait déjà, on imaginait pouvoir brancher n'importe quoi, connecter n'importe quoi, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de connecter n'importe quoi. Tout sera connecté. C'est plus vraiment la question. Maintenant, c'est qu'est-ce qui ne va plus être connecté, ne va pas être connecté. C'est plutôt ça la question à poser, qui est plus facile à répondre. Mais voilà, en gros, c'est un salon qui est comme d'habitude un des plus gros. C'est le plus gros salon des nouvelles technologies dans le monde. C'est un des seuls salons qui continue à grossir avec 150 000 participants. C'est énorme. C'est très impressionnant. C'est à démesure des États-Unis. Et puis, c'est le seul salon qui regroupe toutes les industries. De la télévision avec la 4K, l'Ultra HD, en passant par les objets connectés, le mobile, les télécoms, le jeu vidéo, parce qu'on a eu des très belles annonces de la part d'Oculus Rift, de la part de Steam, avec beaucoup de Steam Machines. Ça, c'est très intéressant à suivre. Il y a aussi du logiciel, du software. Franchement, c'est le salon le plus passionnant pour en avoir fait quelques-uns. Et les salons asiatiques commencent à pas mal baisser par rapport au niveau du CES. Bon, donc on mais j'ai pas de coup de cœur. Comme chaque année. Je suis désolé, j'en ai pas. C'est le Z1, le Z1 compact est très impressionnant, mais il y a rien de bluffant. C'est juste du Z1. C'est juste une super belle proposition de Sony. Voilà, il faut juste qu'ils fassent un gros effort sur le prix maintenant. 549 €, c'est un peu élevé, il faudrait qu'il soit 400. Alors Sony, faut baisser le prix. Mais c'était juste pour dire que grosso modo, un petit peu comme l'or, c'est vrai que c'est ludique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quelques confirmations. On n'a pas parlé des Chromebooks, mais c'est devenu une tendance très importante. Chez Toshiba aussi, il y en a maintenant. Ouais. J'ai vu qui appelle d'ailleurs son Chromebook, ce qui est un peu embêtant. Oui, ils sont pas trop fatigués. Les ventes de Chromebook étaient effectivement assez impressionnantes. Est-ce que c'est une vingtaine de pourcents de 30%, je crois. 30% de part de marché. Sur 2013, ouais. Et Amazon, ça faisait partie du top 3. Il y avait 2 Chromebooks dans le top 3 des ventes de fin d'année. C'est assez impressionnant. Et le CES vient confirmer cette tendance. On voit que les constructeurs qui n'avaient pas investi dans le Chromebook aujourd'hui se disent OK, on va l'installer, ou on vous propose d'avoir un dual boot avec Android. Donc c'est assez intéressant de se dire. C'est là que Google est fort quand même, parce que Google est en train d'attaquer Microsoft dans tous les sur tous les secteurs. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est souvent que les concepts sont parfois très très intéressants. Il y a un projecteur chez Sony. Qui est vraiment un projecteur 4K qui est à courte distance, c'est ça? Donc on peut le coller contre le mur et il sort quand on en a besoin, et c'est un projecteur qui va projeter juste sur le mur au-dessus de lui. Avec une taille, qui est impressionnante, parce que pour tester des projecteurs à la maison actuellement, c'est vraiment d'habitude tu le mets vraiment derrière au fond, pour avoir cette taille d'écran. Donc c'est plus dans les petits concepts, les petites idées. Après, on confirme les tendances et on poursuit sur cette tendance-là. Mais la question de l'or est intéressante. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données-là? Comment on va y accéder? Et est-ce qu'on va avoir des outils tiers qui vont nous permettre de regrouper ces données? Parce que ça devient assez embêtant d'avoir plein d'outils qui sont connectés, mais avec des applications différentes. On suivra ça de tout près. Je suis désolé Baptiste, je me rappelle de mon coup de cœur maintenant, parce que je t'en ai parlé juste avant. Allez, vas-y, on c'est ZTE qui n'avait pas grand-chose de très intéressant à montrer. Alors ZTE avait le grand S2, ou le grand 2S. Pas très intéressant, il est pas mal, mais il est pas très intéressant. Ils avaient par contre des concepts sur leur stand, et 3 concepts. Le premier, c'est Ecomobus, qui est le téléphone modulaire qu'on a également pu retrouver chez Motorola, ou le Funblocks sur Kickstarter. Oui, et on l'a pu le voir, qu'on attend très prochainement. Voilà, et puis ZTE veut le commercialiser. Et ZTE, derrière, c'est des dizaines de milliers d'employés, c'est une couverture globale, donc ils vont une force de frappe qui sera vraiment capable de make it happen. Et du coup, ils veulent faire une plateforme où les gens pourront acheter et vendre des composants pour faire évoluer leur téléphone. Ça, c'est intelligent aussi, parce qu'ils pensent aussi à tout l'écosystème, et pas simplement aux composants. Et ils avaient aussi un design en bois, qui était du bois, donc là c'est mon petit côté vert, mais le design est nickel, hein. Franchement, vous verrez sur la photo, c'est très impressionnant. Il paraît que c'est plus solide et plus résistant que le plastique, bien sûr, et ça peut rivaliser avec tout ce qui est matériaux liés au métal, etc. Et donc ça donne envie aussi d'avoir des appareils dans des matériaux nobles comme le bois. Voilà, donc on peut dire qu'on a fait le tour des nouvelles tendances. On passe maintenant à la partie application.
Comme chaque semaine, nous vous avons préparé une petite sélection d'applications Android évidemment. Je commence par Tony. Alors Tony, quelle est ton application du jour? Alors ce n'est pas une application, c'est un jeu qui était développé par les petits gars de Heltech. Heltech est une société qui a développé déjà plusieurs jeux sur Android, notamment dernièrement le portage de Doom. Donc Doom, c'est ce vieux FPS qui date d'il y a un paquet d'années. Il y a pratiquement 20 ans, et justement c'est à l'occasion du 20e anniversaire qu'ils ont présenté Doom by Heltech justement, qui est leur propre portage issu d'un portage qui a déjà été fait, enfin c'est pas vraiment un portage, qui est basé sur la version qui est disponible sur Ubuntu, qui s'appelle Chocolate Doom. Ok, et donc niveau ergonomie, est-ce que c'est facile de jouer sur son smartphone? À la première approche, non, c'est pas vraiment facile. Il faut une certaine adaptation, un certain temps d'adaptation, oui, comme je dirais, pour bien le manier en fait, le manier correctement. C'est un peu complexe au début, mais à terme, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant et d'exploitable. Néanmoins, c'est pas compatible avec les manettes externes, tout ce qui est périphérique de jeu en fait, tout simplement, ne sont pas compatibles, mais les développeurs prévoient de le rendre compatible à terme. Un petit jeu à télécharger pour les amoureux du rétro gaming. Exactement. Très bien noté, compatible à partir d'Android 4.0. Il est très léger, il fait seulement 9 MO, gratuit. Gratuit. Voilà. Je passe maintenant à Edouard. Alors, une app encore, je suis sûr. Ouais, forcément, je parle à chaque fois que d'une application, et là, c'est à nouveau le cas. Et là, en l'occurrence, ça s'appelle Likeview, c'est donc un widget pour Facebook qui se met donc sur votre bureau. La particularité, en fait, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à tout votre flux de manière classique, et même vos notifications, vos messages. En gros, ça va permettre de se passer de l'application Facebook, mais on est quand même obligé de l'avoir parce que certains éléments, eux, ne sont pas accessibles. Donc l'application elle est gratuite, il y a une version de donation qui existe, je ne sais plus combien elle coûte, mais en gros ça permet de personnaliser un tout petit peu le widget. Voilà. Allez Ulrich, quelle est ton application? C'est l'application que Edouard a développée pour Humanoid. Elle s'appelle Apsoid. Elle est sortie il y a déjà 2 ans sur le Google Play. Et il y a 2 ans, on avait fait une application qui permettait de regrouper chaque jour les meilleurs bons plans, les nouveautés du Google Play, avec des applications qui étaient testées et recommandées par l'équipe Humanoid. Et Edouard a travaillé sur une mise à jour cet été. C'est une première mise à jour parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont prévues. Et c'est une belle mise à jour visuelle de l'application qui permet de commenter aujourd'hui chaque application sélectionnée. Et on a eu la surprise d'être sélectionné par Google pour être recommandé sur le Google Play. Donc depuis hier, on fait partie des applications essentielles du Google Play, ce qui montre que Edouard a fait du beau boulot sur le côté, du beau boulot sur le développement de l'application. Et on a réorienté l'application sur finalement quel est le meilleur du Google Play, parce qu'on s'est aperçu que les gens avaient du mal à trouver des applications qui leur plaisaient sur le Google Play. Et donc nous, en gros, on fait le tri à la place des utilisateurs Android. Donc tous les jours, vous avez les droits à 2 à 3 applications qui sont sélectionnées, testées. On vous assure qu'il y a aucun bug dessus, mais aussi, les bugs non, mais on vous assure qu'en tout cas, elles ne comportent aucun virus et autres saloperies. Et qu'elles répondent à leurs problématiques. Et qu'elles répondent aux problématiques, et avec un petit édito qui est plutôt sympa à lire. Je me tourne maintenant vers Laure alors. Alors moi c'est un jeu, j'aime bien les jeux vous savez, qui s'appelle In and Out, donc c'est pas tout à fait la même chose que la chaîne de burgers qu'on a testé hier, mais bien un petit puzzle game. Alors le principe c'est des petits carrés où il est écrit In ou Out, et qu'il faut arriver à mettre à l'intérieur d'un petit trait qu'on dessine soi-même. Au début ça paraît assez simple, au fur et à mesure du temps les carrés sont agencés de telle manière que ça devient assez compliqué. Voilà, c'est assez addictif, ça prend très peu de temps pour chaque partie, donc on peut jouer rapidement dans les transports, et c'est un jeu gratuit qui peut être aussi utilisé sur Facebook pour jouer avec ses amis. Donc c'est un jeu assez sympa à tester. Allez Benoît, c'est à ton tour maintenant. Tout le monde moi en fait je vais vous parler de Ola. Ola qui est une application que j'ai installée il y a quelques jours, donc du coup ça me permet de la tester. Alors c'est pas évident forcément à Las Vegas parce que la connexion est pas forcément la meilleure. Donc l'application s'appelle Ola, c'est ça? Oui, Ola, oui. C'est une application en fait qui permet d'utiliser le web en fait
pour accéder à des sites qui sont bloqués parfois dans son pays. Donc le principe, c'est un VPN. Ce qui la distingue des autres, c'est que on parle de temps de latence qui sont moins importants. Donc contrairement à d'autres VPN, quand on va accéder à Spotify, quand on va accéder... Enfin, Spotify, vous l'avez, mais nous, on l'a pas au Québec, par exemple. Mais quand vous allez utiliser Netflix, ça répondra beaucoup plus vite que quand on utilise d'autres VPN. Donc pour l'instant, comme je suis en train de la tester, je regarde comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être un peu plus rapide que ce que j'utilise habituellement, avec des réglages qui sont plus fins. C'est-à-dire qu'on peut choisir les applications qu'on débloque et sa navigation classique qui passe pas par ce VPN-là. Donc c'est gratuit. C'est assez intéressant comme utilisation. C'est gratuit. Et il y a une grosse foire aux questions pour tous ceux qui veulent avoir des réponses techniques. Donc c'est assez intéressant à tester. Ok, super. Ok, du coup, toi, Baptiste, c'est quoi ton application ou ton jeu? Je parie encore que c'est un jeu. Eh ben oui, c'est un petit jeu addictif comme je les aime bien. C'est encore un jeu avec une espèce de design inspiré des œuvres en pixel art. C'est de la mouvance 13-2013, c'est-à-dire très zombie. Donc l'idée, c'est qu'on est un petit personnage qui parcourt une ville hantée par des zombies. On retrouvera tout l'univers des zombies classiques, avec très inspiré de Left 4 Dead, donc avec tous les zombies qu'on peut trouver, des boomers, des tanks, dès qu'ils courent plus vite, etc. Le but, c'est de survivre en slalomant entre les voitures, en balançant des grenades et tout ce qu'on peut trouver. Un bon point pour l'intégration du Google Play Games, puisque c'est vraiment ça qui m'a fait passer beaucoup trop d'heures sur ce petit jeu. On a des achievements, on a aussi la possibilité de comparer ses scores, évidemment, avec ses comptes à Google+. Et voilà, je le recommande. C'est gratuit, il y a pas mal d'achats in-app, mais c'est tout à fait jouable. Tu peux rappeler le nom, s'il te plaît? Dead Ahead. Voilà. Ulrich, Laure et Benoît, merci d'avoir couvert pour nous le CES à Las Vegas. Je pense que vous avez encore beaucoup de boulot devant vous, beaucoup de stands à visiter. Merci. Ouais, Effectivement. on a je crois encore qu'on a du travail prévu devant nous. encore. On a plein de rendez-vous effectivement qui nous attendent et de stands à visiter. Et moi, je veux juste dire que je m'y plais pas mal en Amérique et je vais rester une dizaine de jours après, donc on se reverra un peu plus tard. On vous attend quand même de pied ferme à Paris très bientôt. Tony, Edouard, merci d'avoir été là. De rien. Ravi d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Frandroid et surtout la chaîne Tech.tv. J'aimerais remercier notre producteur Edouard Marquis aux commandes de la chaîne Tech.tv et aussi Olivier Rousseau, notre fantastique réalisateur. Bonne année et à très bientôt.